Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle séance concernant le comportement du consommateur. J'espère que vous vous portez bien. Alors, pour situer la chose, on s'est arrêté la dernière séance au niveau des variables qui peuvent avoir une influence sur le comportement du consommateur. En gros, on a détaillé successivement les trois cadrans qui sont au centre. Donc, on a commencé par préciser quels sont les stimuli. Après, on est passé au détail des différents processus psychologiques qui composent le processus décisionnel et après, on a terminé sur le comportement. Et donc, on est revenu sur la succession des étapes qui composent ce processus décisionnel pour mettre en phase les étapes versus les processus psychologiques. Et la toute dernière séance, on avait entamé le cadran qui est en haut, les variables qui peuvent influencer une ou plusieurs étapes du processus décisionnel. Et dans ce sens-là, on avait commencé déjà par détailler les variables individuelles. Et je vous propose cette séance de passer aux variables liées à l'environnement. On les appelle les variables liées à l'environnement. On peut les appeler aussi les variables psychoculturelles. Donc, en gros, c'est une série de variables qui sont liées à ce que peut vivre le consommateur et sa relation avec l'environnement social auquel il appartient. Donc, on va entamer justement ces caractéristiques liées à l'environnement pour voir comment elles peuvent influencer le comportement du consommateur ou du moins les différentes étapes du processus décisionnel. Alors, qu'est-ce qu'on va détailler dans ce registre? Lorsqu'on parle variables liées à l'environnement, il y a plusieurs sous-familles, mais les plus importantes tournent autour de l'importance de la culture. La culture et son influence sur le comportement du consommateur. L'importance de la notion de classe sociale, l'importance des groupes, à la fois des groupes d'appartenance et des groupes d'influence. Et en dernier lieu, on dira deux mots concernant l'importance de la famille dans le processus décisionnel. Je commence donc par la culture. Qu'est-ce que c'est que la culture et comment la culture elle peut influencer le comportement du consommateur? J'ai relevé ici une définition assez consensuelle par rapport à la notion de culture, en tout cas dans la littérature en comportement du consommateur. La culture, elle pourrait être définie comme étant l'ensemble des normes, croyances, habitudes qui sont apprises à partir d'un environnement social et qui déterminent des modes de comportement communs à tous les individus. Donc, elle s'élève au rang de normes, mais des normes ici qui ne sont pas imposées par la loi, mais qui sont imposées justement par la société. Et c'est là où ça devient intéressant, parce qu'on va découvrir qu'il y a un tas de comportements justement individuels qui sont intimement liés justement à cette interférence avec la question de culture. Les éléments culturels présentent trois caractéristiques majeures pour dire qu'est-ce qui relève de la culture, qu'est-ce qui ne relève pas de la culture. D'accord? Première caractéristique, pour parler d'éléments culturels ou de caractéristiques culturelles, ça doit être partagé par la plupart des membres d'une société. D'accord? Les éléments liés à la culture sont des éléments qui sont appris par l'apprentissage, ils commencent dès le jeune âge. Mais bien évidemment, c'est un apprentissage évolutif. Lorsque un adulte va décider d'aller vivre dans un pays étranger, il y a un phénomène qu'on appelle l'acculturation. Donc, il y a un apprentissage de la culture du pays hôte, même si on est à un stade notamment beaucoup plus avancé en termes d'âge. Mais bien évidemment, l'essentiel des éléments culturels, ils sont appris dès le jeune âge. Pourquoi on s'intéresse tellement à la culture? Parce que justement, la culture, elle peut interférer dans pas mal de pratiques managériales en relation directe avec le marketing. Le langage utilisé, que ce soit dans la stratégie de communication, que ce soit dans une stratégie de démarche commerciale, que ce soit dans les relations, notamment le marketing international. Donc, la notion de langage est très importante et elle est au centre justement des aspects qui sont intimement liés à la culture. Deuxième aspect sur lequel je voudrais attirer l'attention,
c'est les distances entre les individus, ce qu'on appelle la proxémie. Ça, c'est très important lorsqu'on est justement dans le cadre de relations commerciales. La poignée de main, taper sur l'épaule d'un interlocuteur, regarder droit dans les yeux ou au contraire baisser les yeux, voilà autant d'éléments qui vont finalement avoir une signification complètement différente en passant d'une culture à une autre. Et ça fait partie des choses qu'il faut comprendre. Il y a aussi la distance, tout simplement, entre les corps. Et ça, c'est très important, notamment pour la stratégie de communication. Comment je vais représenter les éléments au niveau d'une affiche, au niveau d'une publicité sous forme de vidéo ou sous forme tout simplement d'une insertion au niveau de la presse ou n'importe quel autre support. Il faut bien étudier notamment comment cette proxémie est perçue par rapport à chaque culture d'appartenance. Donc, c'est courant de dire on tolère beaucoup plus la proxémie dans les pays du Sud, contrairement à ce qu'on a au niveau du pays du Nord. Mais tout ça mérite d'être relativisé parce qu'il y a les règles générales et il va falloir temporiser tout ça par rapport à chaque culture à part. Troisième aspect qui pourrait également avoir tout son sens, c'est la perception du temps. Tiens, la perception du temps, c'est quelque chose qui est central dans les réflexions et dans les travaux aujourd'hui concernant le marketing. D'accord? La façon comment on va tout simplement interpréter, comment on va percevoir le temps, c'est quelque chose de très différent d'une culture à une autre. Et ça va avoir un impact direct, que ce soit sur le temps qu'on pourrait passer dans un magasin, que ce soit sur les types de services qu'on pourrait proposer aux consommateurs et qui permettent d'avoir un gain de temps, que ce soit des services de livraison, que ce soit des services de prêt on va dire, à récupérer. Donc, il y a aujourd'hui des services qui sont lancés dans certains points de vente. Vous faites vos courses en ligne et votre, on va dire, sac de courses, il est tout prêt. Vous passez, vous le prenez assez rapidement. Donc, tout ça, bien évidemment, est très important au même titre que la prise en considération aussi de la perception du temps par rapport aux relations commerciales. Et c'est pas rien. D'accord? Notre ou plutôt fameux seuil de tolérance par rapport au retard, c'est quelque chose de très relatif par rapport à chaque culture. Le fameux un quart d'heure de retard à tolérer en Europe, ben, ça peut se traduire facilement vers 1 heure de retard, notamment dans notre culture. Et lorsqu'on traite avec justement des collaborateurs qui sont issus d'autres cultures, ça fait partie des choses qu'il faut intégrer, sinon ça ne pardonne pas dans les relations commerciales. Les positions, mouvements du corps et du regard. Là, ça fait partie encore une fois des choses. Vous avez remarqué que je zoome principalement par rapport à ces dimensions culturelles sur 2 volets majeurs en marketing qui vont avoir un lien direct avec ces aspects. Les relations commerciales, lorsqu'on est dans le cadre de la gestion justement d'une relation commerciale à l'échelle internationale ou la gestion tout simplement des relations de collaboration, même si on n'est pas dans une démarche commerciale, et bien évidemment la stratégie de communication. D'accord? La position, le mouvement des corps, le mouvement du corps, le regard, ça fait partie aussi des choses auxquelles il faut accorder une attention particulière. On a tendance à gesticuler un petit peu dans les pays du Sud, donc plus on est dans les pays du pourtour de la Méditerranée, plus on gesticule énormément lorsqu'on parle. Et donc il y a énormément de mouvements de mains et du corps dans sa globalité. Et c'est quelque chose à la limite qui est favorable pour une meilleure transmission de la communication. Donc vous savez qu'il y a à la fois la communication verbale et non verbale. Mais plus on va aller vers d'autres cultures, notamment de certains pays nordiques, plus la gestuelle, elle est complètement différente et donc elle est beaucoup plus obtempérée et donc il faut intégrer ça. J'ai parlé justement du regard, ça fait partie aussi des choses qu'il faut absolument intégrer. Parce que vous savez qu'à titre juste d'exemple, dans certaines cultures asiatiques, voir ou regarder quelqu'un droit dans les yeux, ça pourrait être synonyme d'agressivité, alors que dans d'autres cultures, c'est plutôt un signe de confiance. Donc il faut bien mettre les choses dans leur contexte pour ne pas offenser, justement, lorsqu'on est dans une démarche marketing internationale. Donc les gestes de manière générale, il faut bien savoir qu'est-ce qui est toléré, qu'est-ce qui n'est pas toléré, comment chaque geste pourrait être interprété en fonction de chaque culture pour savoir qu'est-ce qu'on doit intégrer, qu'est-ce qu'on ne doit pas intégrer, que ce soit au niveau d'une stratégie de communication ou que ce soit au niveau d'une démarche notamment commerciale.
Les vêtements. Les vêtements, c'est quelque chose aussi qui n'est pas innocente. Donc, il faut intégrer l'apparence physique et l'impact que ça pourrait avoir sur notamment la perception de nos interlocuteurs. Comment les gens doivent être vêtus. D'accord? Comment ils doivent être présentés? Est-ce qu'on est plus sur une apparence assez classique, assez rigide, ou est-ce qu'on doit plutôt être avec une apparence beaucoup plus cool? Donc ça fait partie aussi des choses qu'il faut absolument intégrer, qui peuvent avoir une interprétation, une perception complètement différente en passant d'une culture à une autre. Et en dernier lieu, les codes couleurs. Les codes couleurs qui ont également une grande importance dans une démarche marketing et qui sont intimement liés à la culture et ils peuvent avoir un impact direct sur le comportement du consommateur. Il me vient à l'esprit justement le problème que le groupe Carrefour a rencontré lorsqu'il s'est expatrié pour la première fois en Chine. Ça a été un échec total et en grande majorité, les explications de son échec sont tout simplement soulignées au niveau de cette slide-là. Le premier aspect, il est en relation avec le code couleur. Lorsque Carrefour s'est expatrié, notamment en Chine, il a exporté le modèle tel qu'il est. Donc le modèle à la française, avec les mêmes codes couleurs. Donc vous savez que les couleurs dominantes chez le groupe Carrefour, c'est principalement le blanc et le bleu. Or, ces couleurs-là, ce sont des couleurs qui ont tout simplement une signification très négative dans certaines cultures asiatiques, et je vais vous parler en particulier de la Chine. C'est la raison pour laquelle les magasins et les supermarchés, hypermarchés du groupe ont été tout simplement déserts pendant un certain temps. L'autre aspect, il est en relation avec la distance, donc on a exporté le modèle aussi avec la même disposition des points de vente, la même largeur des allées, et ça c'est quelque chose qui n'a pas du tout marché par rapport à la culture notamment chinoise. Ça a commencé à changer à partir du moment où on s'est intéressé aux consommateurs chinois et on a tout simplement cerné qu'est-ce qui bloquait, et c'est de là qu'on a détecté qu'il y avait justement de véritables freins liés à la couleur, liés à la disposition, et donc on a revisité les magasins, on a introduit des couleurs beaucoup plus chaudes telles que le rouge, telles que le jaune, qui sont assez chères à la culture notamment chinoise, et on a revisité la taille notamment des allées et la disposition des rayons. Donc vous voyez, cette question de couleur, c'est quelque chose aussi, mais bien qu'on a une interprétation globalement consensuelle concernant la signification de certains codes couleurs, il faut bien évidemment relativiser tout ça par rapport à chaque culture. Je passe à la troisième variable, les classes sociales. Que peut-on dire concernant les classes sociales? Les classes sociales, ça pourrait être interprété comme étant cette position d'un individu ou d'un ménage sur une échelle définie à partir des critères tels que, donc c'est un concentré ici d'informations, pour pouvoir définir les classes sociales, on s'appuie principalement sur la profession, sur le revenu, sur le niveau d'éducation. Donc c'est un concept qui est beaucoup plus, on va dire, concentré, parce qu'il nous permet de regrouper dans le même volet toute une batterie de critères qu'on avait listés comme étant des variables, notamment individuelles. D'accord? Et c'est là l'importance de la classe sociale. J'ai noté ici une question que vous pouvez vous poser. Quelle est l'utilité justement de parler des classes sociales par rapport à une étude de comportement du consommateur? J'ai noté ici deux principaux éléments de réponse. Les classes sociales contribuent notamment à la formation de valeurs homogènes qui conduiront en principe à des comportements relativement homogènes. Lorsqu'on appartient à la même classe, on finit par se ressembler. Se ressembler bien évidemment en termes de comportement. D'accord? Donc, elles ont un pouvoir explicatif plus supérieur par rapport à chaque caractéristique individuelle prise de manière isolée. Le fait qu'on regroupe ces variables de manière concentrée va nous permettre finalement de pratiquer une segmentation beaucoup plus pertinente, et donc qui va avoir un pouvoir explicatif nettement plus élevé. Voilà la raison pour laquelle ça devient une tendance aujourd'hui au niveau des études de marché. Donc on identifie un certain nombre de classes sociales. Pour notre part, on suit généralement la classification du HCP, et on pourrait bien évidemment la revoir légèrement pour que ça colle par rapport à notre cible ou à notre cœur de cible. L'autre variable qui a également toute son importance, c'est les groupes qu'on pourrait
scinder en deux sous-familles les groupes d'appartenance versus les groupes de référence. Qu'est-ce que c'est que les groupes d'appartenance? C'est les groupes, d'où leur nom, les groupes dont l'individu fait partie, auquel l'individu appartient, versus les groupes de référence, les groupes qui exercent une influence significative sur le comportement de l'individu sans que l'individu appartient à ces groupes-là. Je m'explique. D'accord? On peut remarquer sans grande difficulté qu'un certain nombre de jeunes vont suivre tout simplement tout un mouvement qui pourrait être orchestré, qui pourrait être porté par des influenceurs ou par des stars. D'accord? Bien que le jeune n'est pas un influenceur, n'est pas une star, il va finalement adopter le même comportement que la référence à laquelle il va tout simplement se fier et qui pourrait constituer justement un groupe de référence dans ce sens-là. Je pense ici que je n'ai pas besoin d'en dire plus, notamment pour les jeunes qui m'écoutent. Vous savez autant que moi l'importance de l'influence de l'environnement social dans lequel vous évoluez. D'accord? On s'influence mutuellement et de manière extraordinaire lorsqu'on appartient à un groupe social. J'insiste, bien évidemment, l'influence, elle est encore plus exacerbée dans les communautés des jeunes parce que il y a ce phénomène tout simplement d'intégration dont on a besoin lorsqu'on est encore dans une phase de la vie. Donc, si je fais le lien avec la fameuse pyramide de Maslow. D'accord? Et donc, on veut appartenir tout simplement à un groupe, on veut appartenir à une communauté et donc ce qui peut expliquer pourquoi les groupes d'appartenance ainsi que les groupes de référence vont avoir un impact énorme sur le comportement notamment des jeunes. Je ne suis pas en train de dire que ça n'a pas d'impact sur la communauté des moins jeunes, mais je voudrais relativiser l'influence. L'influence, elle est nettement plus élevée chez les jeunes que chez les moins jeunes. Alors, comment peut-on voir cette influence? J'aimerais souligner deux façons majeures. Comment cette influence va se matérialiser? Elle peut se matérialiser soit à travers le processus d'information, soit à travers le processus de normalisation. Qu'est-ce que ça signifie? Si vous vous rappelez le tout début de ce module, on avait commencé par les stimuli. Et dans ce sens-là, on avait listé trois catégories de stimuli. Les attributs et leurs caractéristiques, l'influence interpersonnelle et l'influence commerciale. Vous vous rappelez qu'on avait placé justement l'influence interpersonnelle ou la communication interpersonnelle bien avant la communication commerciale. Pourquoi? Parce que justement, l'influence qui pourrait émaner de ceux qui nous entourent aujourd'hui, elle prend le dessus. Dans quel sens? Soit dans un processus de recherche d'informations. Je veux acheter un nouveau ordinateur, un nouveau téléphone, je vais faire beaucoup plus confiance aux avis de mes semblables par rapport à la catégorie de produits qui m'intéresse. Donc, on va aller chercher l'information, que ce soit sur des forums, que ce soit autour de soi, au niveau de son environnement direct, d'amis, de la famille, des collègues et ainsi de suite. Mais on pourrait bien évidemment dématérialiser ce contact en passant par des groupes auxquels on appartient sur les réseaux sociaux, sur les forums. Et donc, ça peut constituer tout simplement une source d'information qui est aujourd'hui considérée nettement plus fiable pour le consommateur que la communication, bien évidemment, qui est orchestrée et qui pourrait émaner de l'entreprise. Deuxième piste d'influence, c'est la normalisation. Qu'est-ce que ça veut dire la normalisation? Lorsqu'on appartient justement à un groupe, on finit par avoir un certain nombre de normes qui sont dictées par le groupe auquel on appartient. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on avait défini justement les valeurs. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver et qui va avoir un impact direct sur le comportement de la communauté, le comportement du groupe. Donc, lorsqu'on pénètre un groupe, on finit finalement par se ressembler. Et moi, en tant qu'enseignante, je remarque ça sans grande difficulté, notamment auprès de mes étudiants. Lorsqu'on recrute des étudiants au début du parcours, donc généralement, on a des étudiants avec on va dire, une histoire complètement différente et par voie de conséquence avec des comportements, avec même des apparences assez hétérogènes.
Mais on constate sans grande difficulté qu'après les 5 années passées ensemble, ils finissent par se ressembler. Ils finissent par se ressembler en termes de comportement, même en termes de tenue vestimentaire, en termes de système de valeurs dans sa globalité. Et ça, c'est tout simplement le résultat de ce processus de normalisation. Donc, on finit par suivre les mêmes normes et les mêmes types de comportements. Le tout dernier point, il concerne la notion de famille. Bien qu'il s'agisse du dernier point, ce n'est pas le moins important, tout le contraire. Pourquoi? Parce que justement, un certain nombre de décisions aujourd'hui, ce sont des décisions familiales. Aujourd'hui, une bonne partie des achats à forte implication, on a compris que ce n'est pas du tout des achats individuels. D'accord? Lorsqu'on décide d'acheter un téléviseur, lorsqu'on décide d'acheter une voiture, lorsqu'on décide d'acheter une maison, c'est rarement une décision individuelle. Dans la majorité des cas, ce sont des décisions auxquelles tous les membres de la famille vont participer. Mais en même temps, c'est quand même une des variables qui a posé le plus de problèmes aux marketeurs, et vous savez autant que moi la raison derrière. La famille, c'est un cercle fermé. Pour l'étudier, c'est un peu plus complexe que l'étude justement de la culture, l'étude des groupes d'appartenance, des groupes d'influence et ainsi de suite, qui peuvent être beaucoup plus faciles d'accès que la famille. Mais heureusement pour nous, il y a tout de même des chercheurs qui ont apporté des outils et des méthodes qui nous aident dans ce sens-là. Si vous vous rappelez, lors de la toute première séance, j'avais parlé des différents emprunts de ce champ disciplinaire, et dans ce sens-là, je voudrais parler justement de certains chercheurs qui ont marqué la recherche en comportement du consommateur. J'ai en tête notamment le couple Kova et Kova qui a bouleversé complètement la recherche en comportement du consommateur pour la simple raison qu'à la base, ces deux chercheurs sont des ethnographes, et donc lorsqu'ils sont arrivés plus tard vers le marketing, ils ont amené avec eux tout leur arsenal méthodologique qui est utilisé classiquement par les ethnographes. D'accord? L'ethnographie, c'est l'étude notamment des communautés, c'est l'étude notamment des tribus. Et donc, pour étudier le comportement de ces communautés, ces tribus, il faut aller partager leur quotidien. Ben justement, c'est ce qui a été amorcé notamment par ces chercheurs. Aujourd'hui, ils ne sont plus les seuls parce qu'il y a toute une communauté, notamment qui s'intéresse au décryptage du comportement familial. Mais on a aujourd'hui des chercheurs qui ne vont pas hésiter à aller carrément partager le quotidien des familles un petit peu partout dans le monde, vivre comme eux, vivre avec eux et pouvoir décortiquer de plus près leur comportement. Plus choquant ou moins orthodoxe, il y a certains chercheurs qui fouillent dans les poubelles, notamment des foyers, des ménages, pour voir réellement qu'est-ce qu'ils consomment. D'accord? Parce que vous voyez le gap qui peut exister entre ce que les gens disent et comment ils se comportent réellement. Et bien évidemment, on a les outils classiques, mais à condition de les manipuler avec énormément de prudence pour essayer d'approcher un peu mieux et appréhender le comportement familial. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on a réussi à décrypter un certain nombre de pistes qui nous permettent d'expliquer le comportement familial et comment il peut tout simplement interférer dans le comportement de l'individu. Et dans ce sens-là, je voudrais zoomer sur deux pistes majeures qui ont fait l'objet d'énormément de travaux de recherche. La notion de cycle de vie familial et surtout la répartition des rôles au sein de la famille. Je commence par la notion de cycle de vie familial. Alors, le premier travail qui s'est intéressé à cette notion de cycle de vie familial, vous connaissez dans les cours de marketing la notion de cycle de vie du produit. Donc, on est un petit peu sur le même canevas, sauf qu'ici, on va s'intéresser à l'évolution de la famille et on va essayer de relever les différentes phases par lesquelles peut passer une famille. D'accord? Ce qui a amené justement Wells et Gubar à distinguer une classification qui nous permet de relever le jeune célibataire, le jeune couple
lorsqu'il n'y a pas encore d'enfants. Le nid complet numéro 1, lorsque le couple a des enfants âgés de moins de 6 ans. Le nid complet numéro 2, lorsque l'âge des enfants dépasse 6 ans. Le nid complet numéro 3, lorsque les enfants sont en âge d'adolescence. Le nid 1 vide, lorsque les enfants ont quitté le foyer. Le nid 2 vide, lorsque les parents sont retraités. Et la toute dernière étape, le survivant solitaire, lorsque l'un des parents est décédé. Ça vaut ce que ça vaut, cette typologie, mais elle a l'avantage de nous permettre de comprendre que si on veut segmenter notamment des familles, il faut s'intéresser au stade dans lequel vont se situer ces différentes familles. D'accord? J'ai en tête une discussion que j'avais eue à l'époque avec Alain Thieffry, qui était directeur marketing et communication du groupe Carrefour et qui justement m'encadrait par rapport à mon travail de thèse et qui m'expliquait à un moment que le groupe Carrefour cherchait avec énormément d'efforts, notamment les familles qui sont en situation de rupture. Pourquoi? Parce que justement, ce segment-là, c'est un segment hyper intéressant. Parce que lorsqu'il y a rupture, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout simplement un meublement. Il y a une catégorie d'achat qui va être lancée. D'accord? Donc, sachez que tout ça, ce n'est pas uniquement de la théorie, c'est quelque chose qui est opéré aujourd'hui par les professionnels du métier pour pouvoir notamment être plus percutant, plus pertinent en termes de ciblage et en termes de propositions adaptées. Donc, je disais que cette typologie, elle vaut ce que ça vaut. Pourquoi? Parce qu'on pourrait très bien retrouver un nid complet. Ben, regardez ici un nid complet numéro 1. On a l'impression que à partir du moment où on est marié, ben, automatiquement, c'est des enfants qui vont être tout simplement que le couple va avoir pendant les 6 ans et ils vont grandir après pour passer à l'âge de plus que 6 ans. Or, on peut très bien retrouver des couples aujourd'hui qui ont des enfants de moins de 6 ans et des adolescents. Donc vous voyez, tout ça n'est pas forcément très stable. Je rajoute les familles recomposées qui est un phénomène international aujourd'hui. D'accord? Ça fait partie des choses qui ne figurent pas dans cette typologie. Mais elle a l'avantage au moins de nous donner une base de réflexion qui nous permettra tout simplement de comprendre qu'un jeune célibataire ne va pas se comporter comme une famille justement complète qui a des enfants. Ils n'ont pas les mêmes besoins, ils n'ont pas les mêmes comportements d'achat, ils n'ont pas les mêmes attentes par rapport à telle ou telle catégorie de produits. Et ça fait partie des choses que les professionnels doivent absolument intégrer en matière notamment de ciblage, en matière de positionnement et en matière de mise en application, notamment des offres à travers le marketing opérationnel. Je passe à l'autre aspect qui a retenu énormément l'attention des marketeurs. Les rôles dans la prise de décision. Ça, c'est quelque chose qui a été traité énormément dans la littérature et au niveau de la pratique. Lorsqu'on s'intéresse au comportement de la famille, il y a lieu de distinguer que, à l'intérieur de la famille, différents membres vont jouer différents rôles. Donc, quels sont les rôles majeurs qui peuvent être joués au sein de la famille? Donc, on a globalement 5 rôles majeurs. Celui qui va collecter l'information, celui qui va faire de la prescription et donc qui se caractérise par un degré d'expertise, et lorsque je dis degré d'expertise, c'est par rapport à la catégorie de produits. Donc le petit dernier pourrait être le plus expert de la famille par rapport à des produits numériques, alors que peut-être c'est la maman la plus experte par rapport à des produits d'entretien de la maison ou par le papa par rapport à l'achat d'une voiture. Je dis n'importe quoi, bien évidemment, tout ça n'est pas forcément quelque chose de figé d'une famille à une autre. Donc, il faut étudier ça par rapport à chaque catégorie de consommateurs qui peuvent constituer la cible, notamment du professionnel. À distinguer de celui qui décide, celui qui a le dernier mot et qui va dire on achète ça plutôt que ça, cette marque-là et non pas celle-là, ce prestataire de service et non pas celui-là. Bien évidemment, c'est à distinguer de celui qui va faire l'acte d'achat, la transaction. Il va donner l'argent, il va récupérer le produit et le service, de celui qui va utiliser réellement et qui va tout simplement consommer. Parce qu'on pourrait avoir une nette différence entre celui qui achète et celui qui consomme. L'exemple typique des parents qui achètent pour toute la famille, donc qui achètent y compris pour les enfants. D'accord? Donc l'utilisateur, c'est l'enfant, alors que l'acheteur, ça pourrait être la maman ou le papa.
Tout ça, bien évidemment, mérite d'être analysé par rapport à chaque catégorie de produits. Comme je l'ai précisé à travers les exemples cités, c'est pas stable. En passant d'une classe de produits à une autre, je pourrais retrouver que tous ces rôles sont complètement chamboulés. En passant d'une famille à une autre, tous ces rôles-là peuvent être complètement chamboulés. Quelle est l'utilité de tout ça? L'utilité, c'est de savoir à qui j'ai affaire. Lorsqu'on est dans une démarche marketing, tout commence par savoir à qui j'ai affaire pour pouvoir adapter mon offre à ma cible. D'accord? Donc la façon comment je vais m'adresser à un jeune, à un gamin, à un adulte, à un senior n'a rien à voir. C'est la raison pour laquelle il faut bien savoir qui fait quoi dans un processus de décision familiale pour pouvoir bien évidemment savoir comment je vais communiquer. Tiens, si je détecte par exemple par rapport à telle ou telle catégorie de produits que celui qui collectionne l'information, c'est le petit dernier de la famille, ben, ça change tout par rapport à ma démarche, que ce soit dans la façon comment je vais communiquer, que ce soit dans le choix des supports qui me permettront tout simplement de toucher directement cette cible-là. Au-delà de la répartition des rôles de manière générale entre l'ensemble des membres de la famille, il y a lieu aussi de distinguer une répartition tacite qui s'opère par rapport à des degrés d'expertise. Je souligne bien le degré d'expertise sur lequel je voudrais revenir entre les époux. D'accord? Et dans ce sens-là, certains chercheurs ont identifié quatre grandes catégories de décisions qui peuvent être caractérisées comme étant des décisions à dominante féminine versus dominante masculine ou des décisions partagées, voire des décisions spécialisées. Vous pouvez relever ici que parmi les décisions qui ont été caractérisées par justement ces chercheurs comme étant des décisions à dominante féminine, les produits d'entretien et les vêtements pour enfants. Vous voyez, on n'arrive pas encore en tant que femme à se défaire de cette étiquette qui est étroitement liée notamment à notre peau. L'entretien de la maison, c'est la responsabilité et c'est la charge de la femme. Et ça, c'est caractéristique pas seulement de notre culture, mais de plusieurs cultures à travers le monde. Les décisions à dominante masculine, on va retrouver des produits tels que l'assurance vie. Les décisions partagées, on va retrouver des exemples dans le choix des vacances, le choix des loisirs, le choix du logement. Les décisions spécialisées, telles que notamment l'électroménager, les catégories de produits d'électroménager, ainsi que la voiture. Donc on va retrouver tout ce qui est matériel de bricolage qui pourrait être souligné comme étant des décisions spécialisées, alors qu'un robot mixeur pourrait être caractérisé comme étant un produit ou une catégorie de produits de la spécialité féminine. Tout ça, encore une fois, je le répète, rien n'est stable parce que le résultat de ces travaux, c'est des résultats qui ont concerné une culture X, d'accord, qui ont concerné des études qui ont été appliquées à un environnement social bien particulier. La transposition telle qu'elle serait une erreur. Tout ça, ça nous donne juste une idée globale sur où est-ce qu'on en est concernant justement la recherche et qu'est-ce qu'il faudrait considérer si je veux mener des études, si je veux mener des investigations pour mieux cerner justement le comportement des familles qui constituent ma cible. Donc, c'est important, si je suis fabricant de produits électroménagers par exemple, de savoir à qui j'ai affaire, de savoir comment s'opère la répartition des rôles au sein de la famille et entre les époux, ne serait-ce que pour savoir quelle est la politique de communication que je pourrais déployer. Les spécialistes de communication vous le diront, on sait que la façon comment on doit communiquer à destination d'une femme n'a rien à voir avec la façon comment on doit communiquer à destination d'un homme. D'accord? Les femmes sont beaucoup plus sensibles à une communication qu'on appelle d'encerclage. C'est dans la subtilité. Donc, il faut utiliser plusieurs supports à travers lesquels on va tout simplement transmettre des messages par-ci, par-là pour que ça puisse fonctionner. Par contre, l'homme, il a besoin qu'on communique de manière directe avec lui. Donc, vous voyez, donc ça peut avoir un impact énorme par rapport justement à des pratiques managériales au niveau des décisions qui peuvent concerner notamment l'entreprise. Voilà donc pour ces aspects majeurs que je voulais partager avec vous. J'espère que mes propos ont été clairs. Je pense
vous avoir donné l'essentiel. Bien évidemment, ce que vous pouvez compléter si vous voulez aller plus loin, c'est de vous intéresser de manière maintenant beaucoup plus pointue à certains types de comportements, la fidélité par exemple, la satisfaction, la recherche de variété et ainsi de suite. Mais avec ça, on a fait le tour de l'essentiel du contenu du comportement du consommateur. Donc, si vous voulez, je vais laisser le reste de la séance pour répondre à des éventuelles questions ou des interrogations que vous pouvez vous poser par rapport à l'ensemble des éléments que j'avais évoqués tout au long de ces interventions avec vous. Donc, bien évidemment, je suis à votre écoute si vous avez des questions ou si vous avez des points d'ombre. Alors, bon, je ne vois pas de commentaires pour le moment. Bon, en attendant que peut-être d'autres commentaires, que des réactions émergent, notamment sur la page du groupe Qra Iftar, je voudrais terminer sur cette répartition qui a été opérée notamment par Singley, qui a distingué 7 types d'organisations domestiques, allant de la femme dominée à la femme PDG. Donc là, on va aller plus loin dans cette question de répartition des rôles en essayant de pratiquer une typologie des femmes. D'accord? Donc c'est une étude qui s'est concentrée principalement sur les femmes. Et dans ce sens-là, on va s'intéresser à comment se positionne la femme sur ce continuum de femme dominée versus femme PDG par rapport notamment à son assimilation ou le rôle qu'elle va jouer par rapport à ces 6 tâches majeures: l'approvisionnement, le ménage, l'entretien, l'administration, l'équipement et les grandes décisions. Donc en gros, ce chercheur s'est intéressé à comment on peut pratiquer une typologie. C'est au cœur de la démarche marketing. Donc lorsqu'on fait du marketing, on commence par la segmentation. Donc la typologie, c'est l'appellation tout simplement d'analyse de données de la pratique segmentation. Et donc sur un continuum, on va pouvoir positionner à travers des études notamment qui vont intéresser la gestion de l'approvisionnement, la gestion du ménage. Donc vous voyez, vous pouvez imaginer sans grande difficulté les questions que je pourrais poser dans ce sens-là: qui s'occupe de l'approvisionnement à la maison, qui s'occupe des ménages, qui fait quoi par rapport à ces aspects-là, qui entretient la maison, qui administre, qui prend les grandes décisions, qui s'occupe de l'équipement, qui prend les décisions majeures, notamment au sein de la famille, ce qui va nous permettre de situer et de procéder à une segmentation, notamment des femmes. Et par rapport à ça, on aura une meilleure visibilité justement sur cette répartition des rôles via des croisements assez simples entre les différentes variables sur lesquelles on a enquêté. Voilà donc pour l'essentiel de ces aspects-là. Donc je récapitule grosso modo ce qu'on a eu l'occasion de voir, s'il vous plaît. Je vais revenir assez rapidement au point de départ. Donc le plus important à retenir, s'il vous plaît, c'est ce schéma-là. Lorsqu'on parle comportement du consommateur, tout est centré sur ce schéma, ce modèle de base du comportement du consommateur. De quoi est composé ce module? Il est composé tout simplement d'une série d'outils et de méthodes qui nous permettent de décortiquer ce cheminement décisionnel. D'accord? Donc on a eu l'occasion de voir ensemble, à partir des éléments moteurs, une batterie de stimuli, les attributs du produit, la communication interpersonnelle, la communication commerciale et comment ça va finalement influencer
le processus de décision. Le processus de décision, on a eu l'occasion de le décortiquer à travers 5 processus psychologiques types. On a commencé au départ par parler des besoins et des motivations. Ça a été l'occasion d'insister sur le fait que ce n'est pas tant la notion de besoin qui est importante dans le comportement du consommateur, mais plutôt la question de motivation qui nous renvoie vers l'intensité nécessaire qui pousse à agir, le décalage nécessaire qui pousse à agir, parce que ce n'est pas tous les besoins qui vont amener le consommateur à déclencher un processus de décision. Par la suite, on est passé sur le processus perceptuel. La perception, c'est ce qui nous permettrait d'interpréter, donner un sens différent par rapport aux stimuli qui nous entourent. Et donc, on a décortiqué ce processus perceptuel en commençant de l'exposition jusqu'à la rétention. Par la suite, on a enchaîné sur le processus de formation des attitudes. L'attitude, majoritairement, c'est ce qui nous amène à avoir ce jugement global et aller au centre, justement, de la réflexion comportement du consommateur, ce qui nous permet d'avoir ce jugement global, de dire « je suis favorable, j'aime ou j'aime pas telle ou telle marque ou tel prestataire de service ou telle enseigne ». Et donc, on a eu l'occasion de voir les modèles qui nous permettent de décortiquer et d'étudier la formation des attitudes. Par la suite, on a parlé de processus de mémorisation, ce qui nous a permis de comprendre qu'est-ce qui peut expliquer le fait que le consommateur va se rappeler plus de telle ou telle marque et il va oublier une autre. Qu'est-ce qui pourrait expliquer aussi la question de notoriété et la question notamment de rétention de l'information dans la mémoire du consommateur par rapport à telle ou telle catégorie de produits, telle ou telle marque, mais pas d'autres. Et en dernier lieu, on avait terminé par le processus d'apprentissage. Le processus d'apprentissage qui nous a permis de comprendre que qu'il y a tout simplement un stockage au niveau de la mémoire qui explique que nos comportements d'aujourd'hui sont intimement liés à nos comportements d'hier et que nos comportements de demain sont directement influencés par nos comportements d'aujourd'hui. Face à ces 5 processus psychologiques, on a placé 5 étapes du processus de décision. D'accord? Depuis la recherche d'informations, l'identification du problème, en passant par la recherche d'informations, en passant par la suite par l'évaluation des alternatives et en passant par l'achat et en terminant par le post-achat. D'accord? Je vous ai proposé un parallélisme entre les 5 étapes versus les 5 processus psychologiques qui nous permettent tout simplement de mieux approfondir notre lecture du cheminement décisionnel. Le comportement d'achat, il se matérialise majoritairement par achat ou non-achat, mais on pourrait rajouter par rapport à ça un certain nombre d'éléments qui accompagnent la situation d'achat et la batterie des facteurs situationnels qui peuvent justement interférer au moment de l'achat. D'accord? Et en dernier lieu, on a expliqué qu'il y a toute une batterie de variables qui peuvent influencer le processus dans sa globalité, comme ils peuvent influencer une étape en particulier. On a eu l'occasion de zoomer tout au long sur l'influence de certaines variables par rapport à telle étape. Si vous vous rappelez, par rapport à la recherche, notamment d'informations, on a eu l'occasion d'insister sur quelques exemples de variables à la fois individuelles et variables environnementales qui peuvent interférer tout particulièrement sur cette étape-là. Comme on pourrait lister tout un tas de variables qui vont finalement avoir un impact sur le processus décisionnel dans sa globalité. Dans ce sens, on a eu l'occasion de distinguer 2 grandes familles, des variables individuelles et des variables environnementales. D'accord? Dans la série des variables individuelles, ça a été l'occasion de revenir sur les caractéristiques sociodémographiques, mais avec une lecture complètement différente. Donc, on n'a pas parlé du sexe, âge, tel que c'est abordé classiquement dans la fiche signalétique intégrée dans n'importe quel questionnaire, mais on a parlé de la notion d'âge subjectif, on a parlé de la notion du genre ou de l'identité sexuelle. Donc, tous ces éléments, s'il vous plaît, je vous demande de les intégrer parce que justement, le comportement du consommateur, il nous donne un éclairage de taille par rapport justement à la façon comment je peux mener une étude qui me permettra de cerner mieux les attentes et les besoins de mes clients. Après, on est passé sur les variables, notamment psychologiques. Ça a été l'occasion de parler des traits de personnalité et ça a été aussi l'occasion de parler notamment de la notion de style de vie.
Voilà donc pour les variables individuelles. Et aujourd'hui, lors de cette dernière séance, on a eu l'occasion de détailler toute une batterie de variables, notamment liées à l'environnement. On a eu l'occasion de parler de la culture, on a eu l'occasion de parler des groupes, à la fois des groupes d'appartenance, des groupes d'influence, on a eu l'occasion de parler des classes sociales et on a eu l'occasion de parler de la famille. Voilà donc pour ce tour d'horizon qui, à mon sens, donne l'essentiel concernant le comportement du consommateur et le contenu type que vous pouvez retrouver dans n'importe quel manuel du comportement du consommateur. D'accord? J'espère que ces interventions vont vous servir et que j'ai réussi à éclairer un peu mieux les différents aspects en relation avec le comportement du consommateur. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie le groupe Qraya Fdar pour cette belle initiative et je vous dis bonne continuation dans votre processus d'apprentissage et bon vent. Merci beaucoup et au revoir.